De prendre place à bord de notre sympathique taxi. C'est d'ailleurs le meilleur de tous les matins. Nous ferons le tour de différents quartiers, de vos quartiers respectifs pour vous apporter le meilleur de l'information avec les rédactions qui sont toujours mobilisées, vous le savez. Taxi Média Chose pour mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est mardi 6 février 2018. À l'heure, il sonne à 7h07 sur la rue Melonkoua Ave Maria à Didogomé. Merci de nous recevoir. Donc, sur la 93.1 FM Lomé. Irrigator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous aurons à visiter 6 rédactions ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation, l'hebdomadaire Courrier de la République, le Médium, le bimensuel L'équipe sportive et le bimensuel Économie et développement. On aura un petit peu de temps, on vous donnera la parole. Nous parlerons des prochaines discussions. La date est connue depuis vendredi dernier, le 15 février. Qu'attendez-vous de vos responsables politiques, de ceux qui dirigent le pays, de ceux qui sont dans l'opposition? Vous nous appellerez au moment venu sur le 93, 96, 99 et ensemble, on va en parler. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. On va commencer par le bi-hebdomadaire l'Union pour la patrie qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la question liée donc au contrôle de l'exécution de la loi de finances 2016. La Cour des comptes observe et fait 11 recommandations. Le ministre Sani Yaya apporte des réponses que vous lirez dans le journal L'Union pour la patrie ce matin. Au profit des populations vulnérables, coup d'envoi pour 2 projets aujourd'hui à Niamtougou, à lire dans le journal. Et puis pour atteindre les objectifs fixés, le Togo et le FIDA conviennent de recadrer le projet d'entrepreneuriat rural. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la patrie qui est dans les kiosques ce matin. Vous avez également le quotidien Liberté qui est aussi dans les kiosques ce matin. Notre confrère revient sur plusieurs questions, notamment le sujet lié donc à la question politique, bien entendu. Le monde à l'envers, c'est le titre de l'article. Fort Nyasingbe, le torpilleur de l'APG fait sanctionner le pouvoir de Bissau pour non-respect d'accord. Vous lirez l'article à la page 3. Éducation, avec les enseignants qui annoncent encore 3 jours de grève cette semaine. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, affaire de licenciement à la CIT Communication. 8 mois après, les agents toujours sans leurs indemnités, relève notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Taxi FM. Le monde en une radio. Et voilà, nous avons réussi à maintenir la liaison avec Credo Tété. Credo, bonjour. Bonjour Eric et merci de m'avoir invité ce matin sur ce plateau. Merci d'être avec nous surtout et je rappelle juste que c'est vous le patron de l'hebdomadaire le Médium et ce matin vous traitez de beaucoup de sujets. Hein. On va commencer par la politique avec la question liée au dialogue. Et pour vous, les masques de la duplicité sont en train de tomber, hein. Effectivement, Eric, c'est un article que nous avons publié dans notre parution du jour à la page 5. Et il faut dire qu'à peine la date du dialogue inter-togolais annoncée, l'opposition commence déjà à tenir son langage de duplicité de mensonges. Si le maintien de la manifestation du samedi dernier peut se comprendre, difficile alors d'accepter les propos de M. Jean-Pierre Fabre tenus à la fin du meeting sur les prérogatives que lui confère la Constitution. Ceux qui affirmaient que le dialogue ferait peur à l'opposition, Eric, n'ont finalement peut-être pas tort. L'attitude de la coalition des 14 partis politiques ces derniers jours le laisse penser. D'abord, leur mutisme à la publication du communiqué de presse des facilitateurs. Ensuite, le communiqué laconique pondu dans l'après-midi de ce vendredi 2 février et enfin les références à la Constitution et à la liberté de manifestation témoignaient de la panique des compagnons de Madame Kafui Brigitte Adiamagbo Johnson. Et pour cause, mon cher ami Eric Gator, on les sentait venir les opposants quand les choses se précisaient pour la tenue du dialogue. D'abord, c'est le chef de l'État qui ne veut pas le dialogue. Ensuite, c'est l'opposition qui n'est pas demandeur de dialogue.
Et enfin, après leur tour à Conakry et Accra, les préalables avant le dialogue. Que d'inconstance de cette opposition. On croirait qu'ils vont sauter de joie à l'annonce du dialogue, d'autant que les facilitateurs leur ont fait la part belle avec la priorité des discussions sur la libération des détenus dans l'affaire des incendies et de ceux arrêtés pendant les manifestations depuis le 19 août 2017. Eh bien non, c'est à ne rien comprendre. Cher Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 5 de votre journal politique encore avec cette guéguerre supposée ou avérée au sein de la coalition, beaucoup plus entre l'ANC et le PNP. Vous parlez ce matin, Credo Tété, d'une apparente union de la coalition des 14 partis. Éric Dupuis et Jean-Pierre Fabre, ce sont des fauteurs de troubles aujourd'hui, hein. En août 2017, quand le PNP et son leader, M. Tikpi Achadam, s'aventuraient avec fracas dans le champ de blé politique de l'ANC, oui, en appelant leurs militants à descendre dans les rues avec tous les corollaires que nous avons connus, l'Alliance nationale pour le changement et son président, M. Jean-Pierre Fabre, hésitaient à accompagner le jeune Salifou. Bien plus, ils avaient tenté sans succès de démobiliser les gens. N'eût été le soutien au ralliement d'autres partis se réclamant de l'opposition, et sentant leur isolement venir, l'ANC n'allait pas faire un semblant politique en appelant avec dédain ses militants à se mobiliser. En témoignent les ping-pong de communiqués de non-participation à la marche du 19 août 2017 et la volte-face. À partir de ces hésitations, nous avions aisément lu que l'ANC ne voulait pas d'un leader nouveau qui puisse lui ravir la vedette, parce qu'aujourd'hui propriétaire, dit-on, de la rue et de la licence FIFA des marches politiques. Avant même de prétendre remporter la victoire, on pense déjà à s'autodétruire. Malheureusement, c'est l'objectif de certains meneurs de la coalition pour qui Tikpi Achadam représente une menace certaine. Il faudra à tout prix le rabaisser et détourner toute l'attention vers M. Jean-Pierre Fabre et son parti. Bref, faire prendre le devant de la nouvelle lutte exclusivement par M. Fabre, et c'est depuis cela le job mesquin et diabolique du sieur Éric Dupuis, qui n'arrive pas un seul instant à admettre l'ascension politique fulgurante de Tikpi Achadam au détriment de son mentor Jean-Pierre Fabre, dont l'anémie communicationnelle et stratégique n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, c'est l'heure des calculs politiques au sein de la coalition des 14. Tellement l'ANC et surtout M. Dupuis et Fabre auraient tenu en respect tous les autres leaders qui ont peur de se voir lynchés publiquement et médiatiquement par les militants zélés de l'ANC dénommés les ayatollahs. Une crainte, une peur, un état de fait qui obligerait les autres leaders de la coalition à se taire, à éviter de se prononcer, à être à carreau. Pour combien de temps encore, nul ne saurait le dire. Toujours est-il que le leader du PNP, Tikpi Achadam, se serait très tôt démarqué de cette suprématie de l'ANC sur les décisions et actions de la coalition en s'imposant, lui aussi, par quelque manière que ce soit. Le leader du PNP ne regretterait-il pas, Eric Gator, surtout cette alliance morbide avec l'ANC? That is the question. Bon, écoutez, tout à l'heure, on reviendra sur le cas de Tikpi Achadam avec beaucoup plus le confrère Tchakala Alirou du Courrier de la République. Il s'est interrogé par rapport à l'homme. Qui est-il exactement, l'énigmatique leader du PNP? On va en parler tout à l'heure avec le grand citoyen d'État Tchakala Alirou. Mais le second sujet, sinon le troisième à évoquer avec vous, Credo, avant de vous laisser, c'est par rapport donc à l'économie et la question liée à notre santé, à la consommation. L'inquiétude de l'association togolaise des consommateurs sur beaucoup plus la présence sur le marché togolais d'une farine, une farine de blé, Credo. On ne cessera jamais de le dire, la santé avant tout. Mais au Togo, certaines personnes font fi de cette maxime et à cause de leur appétit glouton, déversent sur le marché des produits dont on ne connaît ni la provenance, ni la date de production, encore moins la date de péremption. C'est dangereux, Eric. Depuis quelques semaines donc, l'association togolaise des consommateurs est sur les traces d'une farine dite de blé commercialisée sur le marché togolais. La cargaison de 4 conteneurs est arrivée par le port autonome de Lomé sans qu'aucune étiquette sur la provenance n'accompagne le produit. Pire, aucune indication sur la date de production et surtout de la date de péremption ne figure sur les sacs.
On se demande comment une première cargaison a pu franchir les douanes togolaises pour se retrouver sur le marché. Une investigation de la douane togolaise a justement permis de retrouver la dite cargaison dans un entrepôt quelque part dans la ville de Lomé et poser un scellé. L'autre partie de la cargaison, soit 2 conteneurs, est bloquée au port de Lomé par les services de douane. Mais contre toute attente, les services du ministère du Commerce délivrent une autorisation de sortie à la marchandise, violant impunément les dispositions de la loi. Et il faut rappeler, mon très cher Eric, que ce n'est pas la première fois qu'une affaire de ce genre est révélée. La dernière qui a défrayé la chronique est celle d'une boisson énergétique dont la date d'expiration est dépassée depuis 2 ans, mais qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché. Aujourd'hui, on voit le même procédé. Très bien. Écoutez, la grande interrogation ici est de savoir sur quelle base l'autorisation a-t-elle été donnée à cette société pour lui permettre de mettre sur le marché une farine dont aucune indication n'est visible sur le produit. C'est la grande interrogation, justement, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tout cela dans votre journal Le Médium, dans les kiosques ce matin. Vous avez également traité d'autres sujets, notamment la commémoration, sinon l'anniversaire du décès du général Nyasigbe Yadema avec le tournoi du 5 février. Là aussi, on va en parler avec Sam Diobo tout à l'heure. Écoutez, merci beaucoup Credo Tété. Merci Eric Gator et bien de choses à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Taxi FM et surtout de cette émission. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Sur Taxi FM, l'info roule. Nous avons aussi dans les kiosques ce matin le bimensuel togolais d'information sur l'éducation qui s'appelle Edu News, c'est le numéro 006 de ce matin. C'est la première fois que nous avons ce journal-là chez nous à Radio Taxi FM. Merci donc aux confrères. Le journal traite d'accord du sujet de l'éducation, je vais dire, les causes d'une si longue crise. La CZ lance une nouvelle grève les 7, les 8 et 9 février prochains. Vous lirez l'article à la page 3 et page 5 pour les précisions. Affaire des notes sexuellement transmissibles avec une caricature. Mais monsieur, vous m'avez donné 6 sur 20 alors que ce n'est parce que vous m'aviez promis hier quand nous étions à l'hôtel. Bon, enfin, vous lirez le reste dans le journal Edu News pour les détails, je veux dire. Éducation encore avec la crise vers une banalisation des évaluations en milieu scolaire en temps de grève. C'est une interrogation du confrère qui parle également de la lutte pour l'émancipation des filles. Et les filles elles-mêmes, dans tout ça, s'interrogent donc le journal Edu News. Et on me signale que nous avons au téléphone le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative, c'est Ferdinand Haïti. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Ferdinand et ce matin vous aussi vous intéressez à la question liée donc aux prochaines discussions politiques, le dialogue. Vous n'y croyez pas trop, vous ne croyez pas trop à cette discussion. On est en train d'aller Ferdinand à un nouveau marché de dupes là. Oui, c'est une interrogation qui a tout son sens dans le contexte togolais. D'accord. On peut dire enfin le dialogue tant désiré, tant recherché, qui a fait courir les gens dans toutes les capitales est finalement là. Et la date a été annoncée par les facilitateurs ou leurs représentants, même si ce communiqué a suscité quelques polémiques. Je pense que nous pensons plutôt que les acteurs vont se retrouver le 15 février prochain autour de la table de négociation et ce sera l'heure de vérité. Mais vous savez, comme le dit une très célèbre activiste américain, Assata Shakur, qui est une afro-militante très engagée, aucun peuple ne s'est jamais affranchi en faisant appel au bon sens de l'oppresseur. Et donc, il ne faudrait pas attendre grand-chose de régime qui ne veut pas lâcher l'Est, qui n'est pas prêt de partir. Et ce dialogue risque d'être comme tous les autres, c'est-à-dire qu'un rendez-vous raté, un échec programmé, à cause de l'intransigeance et du régime qui ne lâchera pratiquement rien parce que c'est ça sur le qui se joue.
Maintenant, en face, il y a aussi la coalition. Dans quel état d'esprit cette coalition va aborder ce dialogue? Est-ce qu'ils resteront unis? Est-ce qu'ils parleront de la même voix? Est-ce qu'ils resteront fidèles à leurs revendications de départ? Vous savez, aussi, là aussi par expérience, en 2005, c'est en plein dialogue que, pour des raisons d'intérêt, le CAR et l'UFC de l'époque sont allés dans tous les sens avec la nomination de Maître Lacourbe comme Premier ministre et une haine qui s'est installée durant longtemps entre les deux formations. Et donc, lorsque on connaît les acteurs de la scène politique, on sait à quoi aboutit les dialogues, on est bien sceptique par rapport à ce qui s'annonce là et visiblement les lendemains de la Saint-Valentin risquent de ne pas être la balade des amoureux ou des gens heureux, comme le dirait Bassin. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal L'Alternative. C'est d'ailleurs pour ça, Ferdinand, que vous demandez la grande vigilance aujourd'hui? Oui, nous appelons les populations à la vigilance parce que c'est les populations qui sont dans les rues depuis le 9 août. Ces populations ont tout donné, que ce soit à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Et il n'y a pas de raison pour que du côté du pouvoir, on refuse de faire des concessions pour que le Togo évolue comme un pays démocratique normalement. Et que du côté de l'opposition aussi, certains essayent d'alors à brader toutes ces revendications de ce peuple qui paie le plus lourd, qui paye vraiment pour ça, pour tout ce que ce peuple fait. Les Togolais ont tout donné. Il faut maintenant que, de part et d'autre, la classe politique montre aux yeux du monde qu'elle est à la hauteur des enjeux. Et donc, ce peuple doit rester vigilant et surveiller tout le monde. Surveiller autant le régime qui ne veut pas lâcher de l'Est, mais aussi l'opposition par expérience, parce que il ne faut pas que certains sortent des rangs pour commencer par voler au secours du régime en cherchant peut-être des accords à minima pour pouvoir poursuivre des élections législatives qui sont annoncées. Ok, très bien, on a compris. On lira le reste à la page 3 de votre journal. Vous revenez également sur les mouvements de grève dans plusieurs secteurs, notamment la santé et l'éducation. Le Synfot et la CZ repartent en grève, Ferdinand. Ah oui, mais c'est reparti. Le Front social n'est pas prêt de s'apaiser. Et donc, cette semaine, il y aura encore des grèves dans ces deux secteurs, les deux secteurs les plus vitaux de notre pays et de tout pays d'ailleurs. Donc, la santé, il n'y a pas eu de réaction après les deux jours de grève de la semaine dernière. Des jours vraiment qui ont paralysé, des grèves qui ont paralysé l'ensemble du système de la santé et aussi de l'éducation. Et donc, face au mépris du régime, à cette manière de regarder les acteurs sociaux d'en haut, de ne pas considérer leurs revendications, ces syndicats ou les responsables des syndicats ont reconduit la grève pour cette semaine, 2 jours pour la santé et je pense 3 jours pour l'éducation. Voilà, et surtout sur la question de l'éducation, quand vous faites le compte depuis le début de la rentrée où il y a eu les premières grèves, finalement on ne sait même plus combien de jours les enfants sont restés dans les classes. Et tout ça a un impact sérieux sur l'enseignement, l'éducation de nos enfants. On ne sait pas quel citoyen, genre de citoyen on prépare pour l'avenir. C'est quand même dommage qu'on ne s'asseye pas pour régler une fois pour de bon cette situation et que le gouvernement joue au dilatoire ou au provisoire. D'accord, très bien. Là aussi, on a compris. On va lire le reste pour une meilleure compréhension, Ferdinand. Et puis, ce sujet lié donc à la décentralisation qui fait grincer des dents dans plusieurs localités. C'est sur la loi controversée sur la décentralisation. Je lis là votre titre. Le ministre Sessenou aujourd'hui est accusé de semer la division dans le Wawa, c'est ça? Oui, justement, vous savez, c'est cette fameuse loi sur la décentralisation qui a été récemment adoptée, qui fait couler tellement d'encre et de salive. Et cette loi controversée a commencé par voir ses effets sur le terrain. Et c'est ce qui arrive lorsque un gouvernement ou un régime refuse d'aller dans le bon sens et de fabriquer des lois qui
qui ont un caractère politique, mais qui n'ont pas qui ne prennent pas en compte les réalités du terrain. Et donc, on a eu déjà l'écho de ce qui s'est passé à Dapon, notamment en Naki Est, où les populations avaient pris d'assaut les rues avec des barricades, en disant qu'il y a un baron qui voulait détourner le chef-lieu de la commune de Naki Est vers un autre village qui n'avait pas autant d'importance. Et donc la situation est restée, la situation s'est calmée là-bas. Et hier, on a eu le même mouvement dans une localité dans la région des Plateaux appelée Efoupa, à 58 km d'Atakpamé sur la route d'Atakpamé-Balkou, où les populations sont massivement sorties, bloquées la route avec des barricades là aussi. Et toujours dans la même veine, en déclarant que ils sont le plus grand canton de la préfecture de Wawa, qui a des dizaines et des dizaines de villages, qui a un certain nombre d'infrastructures, et que naturellement, si le chef-lieu de la commune de Wawa 3, comme c'est comme ça qu'on définit maintenant les communes, devrait revenir, elle devrait automatiquement revenir à ce village qui n'avait pas. Or, il se fait que un certain monsieur chez nous, qui fout le bordel dans cette préfecture depuis qu'il est devenu ministre, fait des pieds des mains pour déposséder ce village ou ce canton de ce chef-lieu et le ramener dans le sien. Et donc, cette situation provoque la colère des populations. Il avait été déjà accusé de tenter de détourner l'issue technique vers son village. Et maintenant, c'est le chef de la commune qui veut détourner vers son village ou son canton, qui n'est pas aussi important que cela. Et les populations ne sont pas prêtes à l'accepter. Voilà ce que donnent les lois bidons, les lois taillées sur mesure, et ce que font certains barons dans leur localité avec cette nouvelle loi sur la décentralisation. C'est quand même inimaginable que des gens qui sont de la même préfecture, qui parlent la même langue, pour des intérêts, je sais pas, on peut même pas appeler ça stratégique, mais pour des intérêts mesquins, un ministre de la République puisse semer la discorde au sein des siens, pendant que au sein de son parti, on fait des concerts pour la paix, et, on va prier pour la paix et tout ce que vous savez. Donc, nous avons tenu ce matin à relever cet incident qui s'est passé hier et rappeler que ça va se multiplier sur l'ensemble du territoire, parce que quand vous analysez, vous prenez cette loi est quelque chose de ridicule qui va créer des tensions partout dans le pays, puisque elle vient maintenant déposséder certains villages ou réduire certaines localités qui étaient déjà importantes au profit d'autres localités qui n'étaient pas moins importantes. C'est quand même pas une honte quand on est autorité de devenir un village moins important. Je crois qu'il faut travailler objectivement à développer ces localités plutôt que à utiliser la force ou les positions politiques pour priver certaines localités au profit d'autres. Donc voilà la situation qui se passe dans ce canton-là. Et ça risque de toucher plusieurs villages du pays lorsqu'on sera dans la phase d'application de cette fameuse loi sur la décentralisation. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on va lire l'article à la page 2. Et puis, Ferdinand, très rapidement maintenant sur la question liée donc aux finances et aux banques. Et Sounou Assurance qui rachète la BPEC. La BPEC qui aujourd'hui est en faillite, hein? Oui, la BPEC, c'est une banque qui est connue, qui existe depuis, je sais pas, des dizaines d'années au Togo, mais pas sous l'appellation de la BPEC. Elle a connu des transformations au fil du temps pour devenir la BPEC. C'est une structure, c'est un établissement financier qui n'a jamais été bien géré, qui est au cœur de plusieurs scandales, des détournements, des prêts fantaisistes. Et donc, ce bâtiment ne tient que pas à l'immeuble, cet établissement ne tient que pas à l'immeuble, encore que l'immeuble, il faudrait vraiment l'entretenir pour qu'il ne s'écroule pas. Et donc, la situation était tellement critique qu'il avait été dépêché dans cette banque un certain monsieur Lassus Lalane, qui était ancien DG à la BEVA Togo, là où il a commis aussi de la gabegie, il a été licencié. Et donc, l'objectif était de relever la banque, mais depuis que ce DG est arrivé, il a plutôt plongé la banque par des dépenses frivoles. Il s'est tapé un salaire de 12 millions, imaginez, par mois,
et 500 000 francs pour ramasser les ordures. 500 000 francs par mois pour ramasser les ordures dans sa maison. Wow. On ne sait pas s'il a une usine à produire les ordures. 2 millions de francs pour faire des déjeuners en ville par mois pour attirer les clients. Bref, tout un tas de dépenses frivoles et des crédits accordés à des plaisantins sans garantie. Et donc la banque a fait est tombé dans le rouge totalement. Au lieu de la redresser, il a plutôt été à s'enfoncer. Et c'est dans cette situation catastrophique que, il y a quelques jours, l'État togolais, comme si cela ne suffisait pas, a demandé à cette banque 1,6 milliard de francs comme contribution pour le prochain référendum. De l'argent à mettre à la disposition d'une société ivoirienne à laquelle un contrat a été donné pour intervenir dans le système électoral togolais. Et donc, la situation est tellement critique que la BCEAO envisageait de fermer carrément cette banque qui ne servait pratiquement à rien. Mais il y a sous assurance qui a voulu s'essayer dans le secteur bancaire et qui a manifesté son envie de racheter cette banque. Et les procédures sont actuellement en cours à Dakar pour que les formalités d'acquisition soient établies sous la bienveillance ou sous le contrôle de la BCEAO. Selon les experts et les documents qui nous sont parvenus, il faut au minimum 30 milliards pour remettre cette banque à flot. Et Sous Assurance a déjà envoyé 18 milliards dans le circuit pour maintenir la banque. Et dans les prochains jours, jusqu'à la fin de la procédure à Dakar, elle va totalement la racheter en payant le reste de la somme. Sauf que le DG qui a plombé cette banque dans son état comateux actuellement, et dont le contrat finit en juin prochain, multiplie les obstacles pour que l'acquisition de la banque par sous assurance ne soit pas effectuée. Et donc, le cas de la BPEC rejoint la gestion de toutes les autres banques qu'on a connues au Togo, la BDCI, le DB, qui sont des établissements que des gens ont gérés comme des épiceries de quartier, au point que les institutions de Bretton Woods nous obligent aujourd'hui à faire des fusions et l'impunité aidant, personne n'a jamais été inquiété dans ces histoires de gestion calamiteuse des banques. Donc nous sommes revenus sur ce dossier ce matin avec des éléments que les lecteurs pourront apprécier. Bon, ce matin, vous nous avez servi, on a compris l'essentiel. En tout cas, on ira acheter le journal pour plus de compréhension liée donc à ces sujets que vous avez traités ce matin. Merci beaucoup, Ferguina Haïté. Merci, Eric. Allez, bonne journée. À plus tard. Taxi FM, priorité au direct. L'alternative dans les kiosques au prix de 250 francs CFA, encourageant la presse à mieux faire en achetant les journaux. Alors, notre troisième rédaction, c'est ça, c'est Sam, c'est ça? Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers et passagères. Le plus beau taxi matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Vous le faites si bien. Merci de nous avoir rejoints. On vous a retenu une minute derrière. Alors, ce matin, au niveau du journal L'éveil de la nation, le billet hebdomadaire, vous parlez aussi de la crise socio-politique, Sam, avec l'ouverture prochaine donc, de dialogue, on va dire le 15 février. Et déjà, des signes de blocage déjà perceptibles, Sam. Oui, Eric, vous savez que les émissaires des présidents ghanéens et guinéens étaient à Lomé du 31 janvier au 1er février pour rencontrer les acteurs politiques et définir ensemble avec eux une date pour le démarrage du dialogue tant souhaité par tous. Alors, à l'issue de la rencontre avec les formations politiques, notamment à la coalition des 14 partis politiques, qui bat le pavé depuis septembre pour revendiquer un certain nombre de choses, il a été pondu un communiqué rendu officiel par le ministre ghanéen de la Sécurité et le ministre d'État guinéen. Et dans le communiqué, on pouvait lire clairement que le dialogue devrait démarrer le 15 février prochain. Oui. Et puis, il y a certains points qui ont été listés
sur le communiqué qui a été publié, notamment les points concernant la libération, parce que vous savez, l'opposition avait déjà soumis des préalables autour desquels elle n'entend pas céder pour le démarrage du dialogue, notamment la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations, des personnes arrêtées détenues dans le cadre des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Et donc, les émissaires ont estimé que pour la question des détenus dans le cadre des incendies de Para et de Lomé, il était important d'ouvrir les discussions avec ce point. Donc, ce point devrait être analysé à l'ouverture du dialogue. Maintenant, concernant ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations, les émissaires ont estimé que c'est aussi important d'aborder cette question à l'ouverture du dialogue dans le cadre du dialogue, mais en respectant les procédures judiciaires déjà entamées. Alors, ce qui était surprenant, c'est que la coalition des 14 partis, après que le communiqué soit rendu public, un communiqué qui a été rendu public devant la représentante de la coalition, Mme Brigitte Kafi-Adjamabo, et de Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et représentant le gouvernement. Et le communiqué, il faut le préciser, faisait une recommandation aux deux parties d'arrêter les manifestations de rue avant l'ouverture du dialogue. Donc avant, pendant et peut-être après le dialogue, si tant est que les acteurs ne se sont pas entendus, les manifestations pourraient reprendre. Alors ce qui est surprenant, c'est que non seulement après la publication du communiqué des émissaires, il y a un communiqué qui a été rendu public aussi par la coalition, et dans le communiqué, la coalition disait prendre acte de tout ce qui a été dit par les émissaires, mais la coalition précise qu'elle maintenait la manifestation de samedi et que des zones d'ombre demeuraient dans le communiqué des émissaires envoyés par les présidents impliqués dans la facilitation, dans la résolution de la crise que traverse notre pays. Alors, nous nous sommes demandé si, à partir du comportement des uns et des autres, il n'y a pas de signe de blocage qui se pointe à l'horizon, parce que lorsque les émissaires demandent aux acteurs politiques ou aux protagonistes d'arrêter les manifestations de rue, c'était important, parce que il faut quand même qu'il y ait un dégel, car vous savez, le gouvernement avait déjà fait des efforts dans le sens de l'apaisement et de la décrispation, mais en retour, plutôt, on n'a rien constaté au niveau de la coalition des 14 partis politiques. Donc, le maintien de la manifestation du samedi, pour nous, était d'abord des signes de blocage qui pouvaient entacher l'ouverture des discussions. Ensuite, quand, après la manifestation, les leaders de la coalition, certains leaders se prononcent et que les gens soient encore scotchés à cette revendication selon laquelle il faut que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir ici et maintenant, c'est des positions qui radicalisent un peu la vie des uns et des autres, parce que, vous savez, dans un camp ou dans un autre, les extrémismes ou les propos extrêmes contribuent à radicaliser les positions. Et nous avons pensé qu'il y a des attitudes de part et d'autre qui n'augurent pas de lendemain sérieux, de lendemain prometteur pour le dialogue, et que d'ores et déjà, il faut que chaque acteur ou bien chacun fasse un effort sur soi pour avoir à cœur le développement de notre pays, pour avoir à cœur la patrie qui est notre patrie à nous tous, afin que le dialogue tant attendu, tant appelé par tous les Togolais, puisse s'ouvrir sereinement et qu'il aboutisse sereinement. Alors, vous avez choisi deux photos pour illustrer l'article, celle du ministre Gilbert Bawara et de Mme Brigitte Adjamabo Johnson. On lira votre article à la page 3. Et puis, la politique sociale du président togolais, vous en parlez aussi avec le Lions Club International qui apporte aujourd'hui son soutien à Faure Gnassingbé, c'est ça? Oui, Eric, vous savez que Faure Gnassingbé, le quinquennat dans lequel nous vivons, a été placé sous le sceau du social. Et donc, le mandat social que Faure Gnassingbé est en train d'exécuter est apprécié non seulement par les Togolais, mais par l'extérieur, au regard des résultats qui sont déjà palpables et probants sur le terrain. Beaucoup commencent par applaudir ou par saluer les efforts que Faure Gnassingbé consent. Et donc, Lions Club International a été reçu en audience par le chef de l'État, ça c'était dans la journée d'hier, et au cours de l'audience, le Lions Club, conduit par son président mondial, n'a pas manqué de féliciter le chef de l'État togolais pour sa politique sociale et le mandat social qu'il est en train de mener à bien. Et donc nous avons jugé
intéressant de relever cette félicitation de Lions Club International, parce qu'on a l'habitude de dire que nul n'est prophète ce soir. Ben, Fort Gnassingbé, non seulement des Togolais, certains Togolais apprécient à sa juste valeur la politique qu'il mène dans le cadre du social, mais aussi l'extérieur. Et nous avons pensé qu'il était important de revenir sur cet article de félicitations à l'endroit du chef de l'État. Un dernier sujet à évoquer avec vous, Sam, moi je l'annonçais, c'est par rapport donc à la commémoration du 13e anniversaire de la disparition du père de la nation. La diaspora UNIR annonce le tournoi du 5 février et la Coupe de la paix. Hein. Oui, Eric, vous savez, la diaspora, les Togolais dispersés de par le monde contribuent à une hauteur considérable dans l'économie nationale. Bien sûr. Et parmi cette diaspora, c'est vrai que ces derniers mois, on a parlé beaucoup plus de la diaspora qui manifeste contre le pouvoir de Lomé. D'un côté, il y a aussi cette diaspora que nous avons essayé de dénommer diaspora positive, qui a à cœur le développement direct de notre pays. Et au sein de cette diaspora positive, il y a un réseau qui s'est formé, appelé réseau Diaspora Force du Développement du Togo. Et cette diaspora, composée de la diaspora togolaise aux États-Unis, en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne et au Sénégal, est en train d'œuvrer actuellement sur le terrain pour le développement et l'épanouissement des populations, surtout les populations de la préfecture d'Agoé. Mais ce réseau également se dit qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Alors, la paix si chèrement acquise depuis le temps du général Eyadema, qui est décédé le 5 février 2005, et profitant du 13e anniversaire de cette disparition, le réseau a voulu organiser un tournoi, dénommé tournoi du 5 février, doté d'une coupe appelée Coupe de la paix. Donc, ce réseau était en face de la presse, au cours d'une conférence de presse, naturellement, et conduite par son président Denis Koudo-Agbo, qui est le coordonnateur général de ce réseau. Et nous avons estimé qu'il faut projeter nos lampes sur ce réseau afin de relever ce que ce réseau fait en bien pour l'épanouissement de nos populations. Donc c'est un tournoi qui va démarrer le 10 février prochain et qui sera doté d'une coupe appelée Coupe de la paix. C'est un tournoi qui va se jouer à 4 sur le terrain du lycée d'Agoé. Et dès le 10 février, les Togolais, qu'ils soient de la préfecture d'Agoé ou bien de la préfecture du Golfe, sont conviés à ce football festif, à ce tournoi qui va permettre aux jeunes et à tous ceux qui seront présents de célébrer et de préserver la paix dans notre pays. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a compris, on lira le reste dans votre journal. L'éveil de la nation dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Sam Diabor. Merci Eric, bonne journée à toutes et à tous. Oui. Bonne émission de 11h. Allez, merci et bonne journée à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Il est 7h46 presque dans tous nos studios. Ici, nous émettons d'Agbalépé Dogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Notre 4e rédaction maintenant, c'est celle du journal Courrier de la République. Et nous avons au téléphone, on me signale Tchakala Alerou. Tchakala, bonjour. Bonjour Saint-Éric et bonjour à tous les passagers, à toutes les passagers de notre sympa taxi. C'est bien cela. Merci de nous avoir rejoints, Tchakala. Et ce matin, vous aussi vous parlez du dialogue, bien entendu, tous autour de la table le 15 février. Le dialogue aujourd'hui est à l'épreuve de la bonne foi des acteurs politiques, hein, Tchakala. Oui, absolument. Le dialogue, nous, peuple togolais, nous le voulions. Nous avons contraint certains acteurs politiques à adhérer à cette dynamique. Et parce qu'au début de la contestation qui est née depuis le 19 août, certains ne s'inscrivaient pas dans cette dynamique. C'est le pouvoir qui a donné le ton premièrement, parlant du dialogue. Après tout, ça a drainé d'autres susceptibilités. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Les facilitateurs ont pu faire leur part de boulot. Il appartient aux acteurs politiques de donner le meilleur au peuple togolais. Mais ce qui est tout curieux, c'est que certains semblent ne pas s'inscrire dans cette dynamique, dans cette logique. Certains sont dans cette logique du pourrissement. Je ne sais pas ce que certains acteurs tirent de ce pourrissement, de cette lancinante crise ou bien de cette impasse qui est en train de se faire sentir.
c'est vrai, le 15 février prochain, c'est inespéré. On n'a pas senti un seul instant que les affaires politiques parviendraient à un tel accord qui puisse baliser le chemin pour la tenue d'un dialogue. Mais ce qui serait bien, c'est que le peuple togolais doit être sur le qui-vive, doit veiller au grain pour que les acteurs n'aillent pas encore faire de ce rendez-vous un rendez-vous de trop pour rien. Parce que quand on écoute un peu certains acteurs s'exprimer, surtout certains leaders de l'opposition, on ne se retrouve pas. Ils soufflent le froid et le chaud, ils sont dans cette posture de pyromane qui souffle fortement sur la braise. À quelle fin on ne le saurait. Je crois que on ne saurait remanger cette occasion qui s'offre au peuple togolais de sortir de cette crise que nous avions toujours vécue. Les crises, on en a connu, le dialogue aussi, on en a connu, mais cette fois-ci, que le peuple fasse pression sur les acteurs politiques pour que cette fois-ci, cette occasion inespérée soit celle-là qui va consacrer le renouveau du Togo, qui va consacrer une nouvelle émergence, une nouvelle renaissance de notre pays. Nous nous inscrivons dans cette logique. Mais quant aux leaders qui ne voudraient pas quand même emboîter le pas à cette nouvelle ère qui est en train de se poindre à l'horizon, il va falloir que unanimement tout le peuple qui a quand même payé le plus fort dise non à ces leaders pyromanes qui veulent quand même que la situation pourrisse dans le pays. Donc nous avons fait une analyse et je dis que le contrôle de la situation doit revenir au peuple. Que vaut un leader politique s'il n'a aucun peuple derrière lui? Donc c'est fort de ce contingent qu'il draine, qu'il se réclame tel ou tel. Donc à partir du moment où sans le peuple il ne sent rien, il va falloir que ce peuple-là aussi joue fortement sa position, c'est de recadrer un peu ces leaders-là qui pensent que non, ils n'en ont cure des préoccupations du peuple et que c'est leur seul pouvoir qui peut primer sur toutes les autres situations que le peuple voudrait. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui que le peuple joue fortement sa partition pour que ce dialogue ne soit pas le dialogue de trop et que ce dialogue-là ne soit pas ce rendez-vous de trop qu'on va vendanger pour des issues qui ne porteront rien aux meurtrissures, au chemin de croix que le peuple traverse depuis des lustres. Donc je crois que c'est un appel que nous avions tenté de lancer à tous les acteurs politiques pour que le rendez-vous du 15 février, certains ne sortent pas leurs agendas cachés, que certains ne fassent pas que ce dialogue-là ou bien cette crise-là que nous vivions, tout ce qu'ils tirent de ça, ils puissent sublimer ça au-dessus des intérêts du peuple togolais. Donc voilà en substance l'article que nous avons essayé de mettre dans nos colonnes. D'accord. On lira l'article à la page 3 et puis vous relevez aussi la réaction du ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, qui dit, et ça je vais le citer, au regard des effets néfastes, personne n'a intérêt à rechercher une pérennisation d'un climat de crispation. Non, absolument. Nous avons estimé que cette interview est d'une très grande portée à partir du moment où le ministre Bawara, qui est au cœur de cette crise, qui joue sa partition, qui est au four au moulin en tant que représentant du gouvernement et représentant du Parti uni, essaie de recadrer certains qui peut-être viendraient à s'écarter de la ligne directrice qui devrait conduire tout le peuple togolais à trouver espoir après ce dialogue. Donc, je crois que ce qui fait que la crise n'existe que des noms sont le ministre Bawara dit que la crise elle existe avec tous les effets pervers que cela entraîne sur certains compartiments de notre économie et de notre politique, même du social. Donc, il faudrait que tous les acteurs, qu'ils soient de tel bord ou de telle autre œuvre, pour qu'une issue heureuse soit trouvée à cette crise. Donc, je crois que c'est une interview de haute portée et les mots ont été mesurés et Bawara son jugement que les actes suivent ce qu'il a eu à tenir comme propos dans cette interview. Je crois qu'il est quand même temps qu'on abrège le chemin de foi, de croire que le peuple traverse. Il est quand même temps qu'on abrège les souffrances du peuple. Il est quand même temps que les problèmes politiques, on en finisse pour peut-être lancer la dynamique du développement. On voit un petit peu autour de nous, les pays qui, jadis, n'égalaient pas le Togo, qui sont en train même de le dépasser. À cause de quoi? À cause de ce oui ou de ce non
qui crée ce froid-là autour des questions essentielles du pays. Donc, il est urgent, comme l'a dit le ministre Bawara, que tous les acteurs convergent leurs actions vers une sortie heureuse de cette crise. Cette crise n'arrange personne, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, cette crise n'arrange personne. Et à force de pouvoir tirer trop sur la ficelle, elle finira par se rompre et c'est le peuple qui va se retrouver devant et va sanctionner tous les acteurs qui auront joué le mauvais rôle, qui peut-être auraient freiné un heureux aboutissement du dialogue. Donc je crois que la hauteur d'esprit, la responsabilité de tous les acteurs politiques est engagée. Donc c'est ce que Bawara a voulu lancer. C'est un appel de cœur, un appel patriotique qui a lancé à l'endroit de tous les acteurs pour que, enfin, cette occasion ne soit pas une occasion de trop, une occasion que les gens iraient peut-être jouer au pyromane, iraient souffler sur la fraise pour qu'au final, le peuple ne se retrouve pas dans ce que ce rendez-vous aura à donner comme résultat concret et probant qui sortirait une fois de bon le pays de cette situation non enviable qu'il traverse. D'accord, très bien. Bah, écoutez, la réaction de Juba Bawara que vous traitez à lire à la page 2. Et puis, Tikpi Achadam, ce matin, vous vous intéressez à lui. Qui est-il exactement, cet énigmatique leader Tchakala? Oui, Tikpi Achadam, je crois que beaucoup continuent toujours par s'interroger sur sa vraie personnalité. Tikpi Achadam, c'est vrai, il y a eu des leaders avant lui, mais il est venu, il a marqué son territoire avec la manière. Qu'est-ce qui a pu créer cet enthousiasme autour de ce leader? C'est vrai, l'inturpitude des partis d'opposition et celle aussi du parti au pouvoir auront peut-être créé le terreau fertile pour que ce leader-là puisse marquer des points sur le territoire. Si on avait eu cette décence-là de faire aboutir l'accord politique global, je crois que le leader du PMP n'aurait pas quand même argument pour peut-être aujourd'hui consacrer qu'il est le monsieur qui a fait bouger les lignes. On aurait tout visé. Quand on parle de la Constitution de 1992, c'est ça qui a entre-temps réuni, ou bien c'est ça qui a fait l'unanimité. C'est ça qui a créé l'unanimité entre le peuple et même les acteurs politiques. Mais aujourd'hui, s'il a pu s'appesantir sur cet aspect-là, c'est qu'il a su entre-temps que ça va faire tabac, que ça va mordre, et il s'est appesanti là-dessus. Mais les Togolais qui vivent en dehors des frontières nationales, on appelle communément les Togolais de la diaspora, c'est vrai. On ne serait tellement les confiner à ce rôle-là de faire, d'envoyer de l'argent ou bien de cette vache laitière de leurs parents qui sont ici. Donc, il a voulu aussi que ces gens-là s'inscrivent dans la dynamique de gérer les affaires du pays. Donc, il a eu aussi à toucher à quelque chose de très sensible. À Chadam, on ne sait pas s'il est au pays ou s'il n'est pas au pays, mais qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, je crois qu'il a créé une certaine mécanique qui est en train de se dérouler d'elle-même. Et vous avez vu, depuis quelque temps, les gens ne jugent que par ce parti. Mais qui est-il exactement? C'est vrai, il a reconnu qu'à un moment, il a créé cette ferveur autour de sa personne. Mais il a aussi reconnu que lui seul pris comme ça, il a aussi des faiblesses. C'est pourquoi il a lancé un appel de cœur à tous les autres acteurs politiques qui voient la chose comme lui aussi le voit, de pouvoir accompagner ce qu'il a lancé comme mouvement à partir du 19. Il n'est pas ce héros de la mythologie gréco-romane qui a lui seul peut changer le cours de l'histoire. Il est sûr qu'il a créé quelque chose et il est sûr que sans les autres, il ne saurait porter cette dynamique. Donc, il a demandé aux autres quand même d'accompagner cette dynamique. Et c'est cette ferveur-là qui prévaut sur le terrain. Donc, le monsieur, quoi qu'on dise, reste toujours ce leader énigmatique qu'on ne saurait décrypter en si peu de temps et trouver ce qui fait les fondements quand même de ce monsieur qui, en si peu de temps, a eu à marquer les esprits, à marquer le territoire et à faire bouger les lignes. Entre-temps, la politique, elle était comme gelée et les gens étaient là, liquéfiés, mais donc, je crois que depuis le 19 août dernier, ce monsieur est venu quand même
semer quelque chose que si les acteurs politiques de tous les bords arrivent quand même à gérer, donnera des fruits qui sortira le pays de sa situation de dernier de la classe au niveau de l'espace CEDEAO. Donc, qu'on voit la chose du bon côté ou du mauvais côté, là, il faut se dire que Achadam est venu quand même pour sortir le pays d'une crise. C'est maintenant, et on prend le pied ou on prend les pas de créer l'élan qui va sortir le pied, ou bien on prend les pieds ou et cela nous rattrapera. Autant emboîter la dynamique actuelle et sortir quelque chose de substantiel pour qu'ils puissent bénéficier à tous les acteurs et à tous les peuples togolais. Très bien. Ben, écoutez, on a compris. Tikpi Achadam, l'énigmatique leader du PNP, à lire dans votre journal Courrier de la République dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, mon cher grand citoyen d'État Tchakala, Alirou. Merci Saint-Éric, et on maintient le contact et bon mardi à toi. Allez, bonne journée à vous. Merci bien, mon frère. Taxi FM 93.1. Il y a aussi dans la kiosque ce matin l'hebdomadaire L'Indépendant Express. L'Indépendant Express qui évoque aussi la crise au Togo avec la transition politique. Passage obligé pour la réussite du dialogue, estime le journal L'Indépendant Express. On lira l'analyse à la page 3 ainsi qu'à la page 8. Bastonnade, arrestation et tuerie, la paix, l'assurance vie du RPT uni pour se maintenir, écrit Carlos Ketaou ce matin. On lira l'article à la page 4. Et puis, les revendications estudiantines et responsabilités de l'État, campus label, campus la pagaille, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur cette histoire de poupées sexuelles. Science et plaisir, abat les poupées sexuelles, vive les poupées, écrit notre confrère. Vous savez que depuis quelques semaines, déjà, le sujet anime les débats passionnés sur la toile. Les hommes se frottent les mains et se réjouissent. Vous lirez le reste dans le journal L'Indépendant Express. Nous allons marquer une petite pause. On se retrouve juste derrière pour la suite de la une des journaux. Nous devons visiter encore 2 rédactions ce matin. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Le patron du bimensuel Économie et Développement, Joseph Gada, qui est au téléphone avec nous. Joseph, bonjour. Bonjour, et bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Toutes nos excuses de nous avoir fait patienter quelques minutes. Et ce matin, dans votre journal Économie et Développement, vous revenez sur pas mal de sujets. Nous avons choisi 2 seulement. Compte tenu du temps, on va aller rapidement. C'est sur d'abord les infrastructures sociaux communautaires de base, PUDC, des ouvrages prêts pour la réception. Les bénéficiaires témoignent leur satisfaction, hein, Joseph. Oui, vous vous rappelez qu'en décembre dernier, lorsque le chef d'État était allé à Tatamé pour remettre les matériaux sanitaires au CHR de Tatamé, nous avons eu annoncé qu'en 2018, il y aura beaucoup d'infrastructures socio-communautaires qui seront réceptionnées. Vous savez que le PUDC a été lancé il y a déjà 2 ans. Et l'objectif qui sous-entend ce projet est de réduire au moins la pauvreté dans les milieux reculés en touchant les infrastructures prioritaires dans ces milieux. Alors, avec la commission du PNUD qui est en charge de ce projet, nous avons pu sillonner de Lomé jusqu'à Taparon pour voir effectivement les réalités qui sont sur le terrain. Et déjà, nous avons pu recenser qu'aujourd'hui, dans le domaine de la santé, seront réceptionnés cette année, certainement, 15 centres médico-sociaux qui sont construits et réhabilités, équipés. Également, 20 incinérateurs seront mis à la disposition des unités de soins dans les 5 régions du Togo. Alors, au niveau de l'hygiène et assainissement, parce que le premier dossier a appuyé la NASA pour pouvoir entretenir les 6 bassins de Lomé et les 2 lacs de Lomé. Alors, en matière d'infrastructures rurales, cette année, il y aura 406 km qui seront réceptionnés. Et au niveau de l'éducation, il y aura 63 bâtiments qui seront réceptionnés, 44 écoles primaires publiques, 11 CEG et 8 lycées. Et je pense que c'est la somme aujourd'hui de tout ce qui sera réceptionné cette année. Alors, je pense que nous avons fait un zoom avec des témoignages vivants et des photos à l'appui pour que au moins les populations puissent savoir qu'est-ce que le gouvernement fait avec
les scans de fonds que le gouvernement à chaque instant arrive quand même à signer avec les partenaires. Et il faut rappeler que le PEDC va coûter au Togo 154 milliards de francs CFA durant 3 ans. D'accord. Très bien. Écoutez, on va lire l'article à la page 2 de votre journal. Et maintenant, sur la question de la corruption, puisque vous avez aussi évoqué le sujet, 2018, année de lutte contre la corruption en Afrique. Et cette interrogation, quand même, un rêve finalement pour le continent considéré comme le plus corrompu du monde, Joseph. Oui, nous sommes interrogés également par rapport à ce thème de l'année. Oui. Et vous vous rappelez que du 28 au 29 janvier dernier, à l'Union africaine, les chefs d'État ont pris conscience quand même de ce fléau. Et ce n'est pas le premier développement qui est dit, je pense que c'est les classements successifs de Transparency International qui révèlent que déjà en 2011, l'Afrique a pu perdre 946 milliards de dollars, soit de 20 fois l'aide au développement accordée par l'Union européenne en cette même année pour le continent. Alors, si on prend l'exemple aussi de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, cette commission constate que les activités frauduleuses font perdre 148 milliards de dollars chaque année au continent, ce qui représente 25% du PIB moyen de l'Afrique. Et vous vous rappelez la fois dernière que le président de la Commission de l'Union africaine lui-même a fait sortir certains chiffres qui font foi au dos, 50 milliards de dollars qui s'envolent gratuitement chaque année sur le continent. Alors, je pense que quand nous sommes, quand on attend ces chiffres, ça fait vraiment réfléchir. On se demande, mais comment ce continent qui est riche, comment sur ce continent, il y a plus de 200 millions de personnes qui ont fait, comment sur ce continent, il y a 600 millions de personnes plutôt qui n'ont pas d'électricité. Comment sur ce continent, nous avons 65% des terres qui ne sont pas cultivées et pourtant de l'argent s'envole comme ça parlait. Alors je pense que quand les chefs d'État ont pris conscience de la situation, c'est bien. Nous avons passé à la réalisation que c'est très bien, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine dispose des moyens pour pouvoir lutter contre ce fléau? Je pense que c'est là où se trouve quand même la question. Et nous avons aussi indexé ces chefs d'État parce que ce sont eux qui sont à la base aujourd'hui des détournements. Alors, nous avons dans nos recherches voir qu'est-ce que les chefs d'État des fois ont essayé de détourner, par exemple en Afrique. Alors, nous sommes tombés sur l'ex-chef Mobutu Sese Seko de la RDC qui, durant son règne, a pu détourner 5 milliards de dollars. Alors, on se rappelait très bien aussi de Yaya Jammeh, la fois dernière, en quittant le pouvoir, est parti avec 11 millions de dollars. Alors, nous avons dit qu'il y a des choses comme ça. Les premiers responsables, ce ne sont pas les citoyens, mais ce sont les chefs d'État. Oui, alors, au niveau de l'organisation, nous avons dit, c'est très bien que chaque année, on donne des thèmes, mais il faut que les jalons soient vraiment posés aussi. Alors, nous avons donné beaucoup d'exemples que les auditeurs peuvent, que les auditeurs, les lecteurs peuvent aussi lire, bien découvrir dans les colonnes de notre rédaction. Oui, et à la fin, nous pensons que la lutte contre les voleurs doit commencer par la maison même du voleur. Ça veut dire que nous faisons les chefs d'État, ceux qui ont pris la décision cette année de lutter contre la corruption, il faudrait qu'eux-mêmes commencent par poser des jalons, ou qu'ils commencent pas déjà à sévir autour d'eux-mêmes pour que la corruption puisse diminuer et que l'argent puisse rester dans la tête de l'État. On n'a pas besoin de l'aide au développement pour pouvoir faire développer ce continent. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira le reste dans votre journal. Vous avez parlé également du climat des affaires. Le Togo se relance vers le classement du Doing Business 2019. On lira tous ces sujets dans votre journal, le bimensuel Économie et Développement. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci beaucoup, Eric, et bien des choses à tous les auditeurs de KCFM. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. 93.1 Taxi FM. Aimé, le bon qui est sur notre ligne, on le reçoit. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. On va clôturer avec vous. Et ce matin, vous parlez de football, bien sûr, de la boxe aussi. On va commencer par le foot avec quelques découvertes. Vous parlez de 3 frères, les frères Drachmé, qui sont en attraction. Il s'agit de Augustin, de Jacques et de Patrick.
bien évidemment, bien dans nos recherches pour faire découvrir les jeunes talents du Togo, nous sommes tombés sur 3 jeunes de la même famille, la famille Drapé notamment, et ces 3 jeunes donc qui se retrouvent dans des clubs surtout sous forme de jeunes dans le centre de formation. On a donc un à Manchester United justement, qui donc joue dans la section des moins de 18 ans. Il y a un autre également qui joue à Rotterdam et le 3e qui a déjà 21 ans et qui joue donc en division d'honneur toujours aux Pays-Bas. Bon voilà, donc nous avons essayé de faire en sorte que disons on puisse découvrir ces 3 jeunes-là et pour voir si déjà au niveau du staff technique des sélections du Togo on pourra prendre contact avec eux et commencer donc à faire certaines démarches parce que on sait l'équipe togolaise donc regorge de beaucoup de talent. En tout cas, les Togolais sont dans plusieurs centres de formation également donc en Europe et on essaye donc à chaque fois de voir si on peut les faire découvrir et éventuellement on sait également que ces jeunes le plus souvent optent d'abord pour leur pays d'accueil et que c'est disons lorsque les chances n'y sont pas que finalement ils décident de revenir au Togo, mais je crois que si on commence déjà très tôt à prendre le contact avec ces jeunes-là, ça pourra donc apporter quelque chose de positif pour les sélections nationales du Togo. Alors les frères Drapé en attraction à lire dans votre journal L'équipe sportive à la page 5 notamment. Et puis ce dossier, le dossier sur le championnat de première division avec la phase aller qui a pris fin il y a quelques jours, à la sueur des souliers. Vous parlez des révélations, des confirmations également. En attendant les buteurs, on comprend que vous n'avez pas été satisfait par rapport donc aux buteurs, le nombre de buts marqués pour la phase aller. Les arbitres aussi, vous en avez parlé, un impératif de recadrage finalement aimé. Oui, alors Eric, il s'agit d'un grand dossier, d'un gros dossier justement que nous avons fait donc sur pratiquement 4 pages justement pour faire le bilan général de la phase aller du championnat national de football de première division. Nous avons parlé naturellement de certaines révélations que nous avons eues donc pour le compte de cette première partie, les confirmations qu'il y avait, quelques déceptions également. On a essayé de passer, si vous voulez, au peigne fin tout le championnat, voir tout ce qui a alimenté, si vous voulez, l'organisation également de ce championnat. Nous n'avons pas manqué justement de parler aussi des entraîneurs, le coaching qui a été fait jusqu'à la fin de cette première partie. Alors, vous savez également qu'il y a eu pas mal de coachs qui ont été remerciés. Alors, pourquoi ils l'ont été, etc. On va découvrir tout cela dans cette partition. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas passé sous silence, j'allais dire, le côté arbitral, oui. Nous avons également fait un clin d'œil à l'arbitrage, fait une analyse, voir quels sont les problèmes qui minent encore cet arbitrage au Togo. Alors donc, comme je le disais, c'est un gros dossier que vous allez retrouver dans cette parution et qui fait étalage du bilan général de cette première partie. Alors chacun y trouvera pour son compte naturellement et même on a parlé de l'organisation. Vous savez donc, disons, pour le début de ce championnat de cette saison, le président de la Fédération togolaise de football a annoncé avoir fait d'ailleurs des efforts lui personnels justement pour que ce championnat puisse démarrer à ce jour. Et à ma connaissance, en tout cas jusqu'hier, lorsque nous mettons sous presse, nous étions sous presse, en tout cas, l'État togolais n'a pas encore débloqué un seul centime donc pour cette saison, pour ce championnat. Alors donc imaginez un peu ce que ça peut être. Alors et déjà des interrogations sur ce que va être la deuxième partie, la phase de retour de ce championnat. Est-ce que ça va se jouer? Comment ça va se faire? Est-ce qu'il y aura la subvention? Donc autant d'interrogations également. Toutes les analyses à retrouver dans ce grand dossier que nous avons concocté et publié donc ce matin. Alors, sueur des souliers, c'est sur 3 pages, page 3, 4 et 6. Et puis la boxe, avec Bayor et Sosa, du chaos dans l'air finalement, Aimé.
Oui, il s'agit d'un billet donc du doyen et de l'empereur, comme on l'appelle, Messin Benoît Niamé, justement, qui fait donc toujours dans notre parution, donc un billet intéressant. Oui, dans cette parution, il a parlé donc de ce chaos qui existe en l'air, justement, entre Kelani Bayan, président de la Confédération africaine de boxe, qui a été déchu par une décision et qui l'a amené jusqu'au tribunal arbitral du sport, le TAS, et puis Sosa Clément, donc qui a été parachuté donc à la tête de la Confédération, donc autant de problèmes. Et bien sûr, on voit, puisque nous sommes en boxe, des uppercuts, des crochets, tout cela a été alimenté justement par donc ces deux dirigeants. Alors, ce n'est pas fini, hein, mais c'est vrai que tout est parti donc de cette décision de l'AIBA de lever la sanction qui frappait Kelani Bayan. Et donc, mais Sosa qui ne voulait pas l'entendre de cette oreille, voilà à peu près ce qu'il y a. Et actuellement, le président par intérim de l'AIBA qui a également jeté l'éponge et qui a démissionné. Donc, autant de problèmes donc dans cette boxe, hein, dans cette discipline sportive. Oui. Alors donc, vous retrouverez juste un billet donc pour dire que le combat continue entre les deux. Le combat continue, très bien, on a noté, on lira le reste dans votre journal L'équipe sportive, le bimensuel. Merci beaucoup, Aimé Lebon. Mais c'est moi qui vous remercie, Eric. Allez, bonne journée. Excellente journée à bord du taxi. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Et voilà, les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, on a fait le tour des rédactions, 6 rédactions que nous avons visitées ce matin. Le bimensuel L'équipe sportive qui est donc dans les kiosques ce matin et chez tous les marchands de journaux. Il y a aussi Économie et Développement, l'hebdomadaire Courrier de la République. Vous avez le bimensuel Edu News qui est un bimensuel d'information sur l'éducation. Il y a le bi-hebdomadaire l'Union pour la patrie également qui est dans les kiosques. Le quotidien Liberté, bien entendu. Le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Le bi-hebdomadaire L'Alternative. L'hebdomadaire Le Médium également qui est dans les kiosques. Vous avez aussi l'hebdomadaire L'Indépendant Express qui est aussi dans les kiosques ce matin. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et voilà, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on vous donnera la parole. On a prévu quand même, mais bon, le temps ne nous a pas suffi. C'est pas grave. Demain, on se retrouve. C'est la libre antenne. Vous en profiterez forcément pour revenir sur l'actualité politique avec les discussions qui sont annoncées pour le 15 février prochain. Ce que vous attendez des leaders et des gouvernants, vous nous le direz demain, mercredi, dans la libre antenne. Écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Emmanuel Afanagbe qui a assuré la coordination technique. Juste après, vous le retrouverez pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera. Ce sera avec Hugues Vignon à Tikbo pour le bulletin d'information. À 9h10, Joël Roniglou. Moi, je vous retrouverai un peu plus tard à 11h avec les confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. Appelez-moi Saint-Érigator. À très bientôt. Au revoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.